Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et aujourd'hui je vous retrouve pour discuter encore une fois de Bloom Burrow, mais notamment des cartes hors commandant de l'extension. Et attention, aujourd'hui, je tiens à vous prévenir, on va changer un petit peu le format et sa façon de fonctionner. Je vais aborder beaucoup de cartes comme d'habitude, mais peut-être dans un laps de temps un petit peu plus court pour votre plus grand plaisir et éviter de rallonger la durée durant laquelle vous allez m'entendre parler. Mais vu que je rallonge cette intro, on va dire que ça compense, un petit peu. Voilà. Bref, on va attaquer tout ça, mais avant, vous le savez, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, on est présent là-bas, on diffuse pas mal d'infos sur ce qu'on fait, etc., les différentes vidéos qui sortent. N'hésitez pas à aller nous suivre, en plus, on va devenir un tout petit peu plus actif dessus prochainement, donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas, Facebook, Twitter, Instagram, voilà, vous les avez qui sont affichés, ça tombe bien. On a également un Discord sur lequel il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pour discuter et pour jouer également en commandeur. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est dans la description de la vidéo directement, comme ça vous pourrez aller nous rejoindre également là-bas. Nous avons également une chaîne Twitch, et ouais, parce qu'on fait pas que du contenu sur YouTube, plusieurs fois dans la semaine, on se retrouve pour faire du contenu sur Twitch, en live directement, la construction de deck, de l'analyse de game, ou bien des discussions sur les différents problèmes qui vous préoccupent dans le commandeur, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et si jamais vous pouvez pas être là sur le moment pour voir ces lives, eh bien vous pouvez retrouver les replays des lives Twitch sur la chaîne, les archives de la tour de commandement. Alors, il y a un peu de retard, mais il y a déjà beaucoup de contenu. Donc, si vous aimez les deck tech, si vous aimez voir plein de choses, en fait, des games joués à droite à gauche, en physique, sur Spelltable, etc., allez voir les archives de la tour de commandement, il y a déjà beaucoup de contenu dessus. On va en profiter aussi pour remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement. Sans eux, on pourrait vraiment pas continuer, puisqu'ils nous permettent financièrement de continuer tout ça. J'ai en profité pour remercier les grands mécènes, c'est-à-dire nos grands donateurs, notamment Amarok, The Fish Spirits, Evil Devil 33, Chakma, Lef et Tico Lastico. Voilà, non pas Coco, Tico. Voilà, bref, on les remercie chaleureusement et on remercie également toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement via Tipeee. Si jamais vous souhaitez nous soutenir également et continuer à ce qu'on ait le matos et le temps pour continuer la tour de commandement, n'hésitez pas à les donner un petit quelque chose selon vos moyens, si vous le souhaitez bien sûr. Bref, aujourd'hui, on va aborder les cartes non commandant de Bloom Burrow. Petit changement dans la disposition habituelle. D'habitude, on s'acharnait à liquider les cartes couleur par couleur. Aujourd'hui, je vais continuer ça, mais je ne vais parler que des grosses cartes couleur par couleur, vraiment en détail, en vous lisant les cartes comme d'habitude. Mais ensuite, dans un second temps, je vais aborder en fait les cartes par stratégie en fait. Donc voilà, sans forcément rentrer dans le détail des cartes, je vous donnerai juste leur nom et j'expliquerai en quoi est-ce qu'elles sont intéressantes, mais du coup en zappant toute la partie vraiment détail de lecture de la carte, etc. Des fois ce sont des cartes qui sont très simples, mais par contre qui ont un réel intérêt au niveau du jeu, qui parfois vont apporter des bonus, des choses qu'on n'avait pas auparavant, et ce sont des meilleures versions de cartes sympathiques déjà existantes et qui étaient relativement jouées. Donc du coup, peut-être que vous y trouverez votre bonheur aussi, mais là, il faudra peut-être chercher un petit peu plus de votre côté. Bref, commençons avec les cartes blanches, les grosses cartes blanches, et notamment le canaliseur d'essence, une créature chauve-souris éclair qui coûte 2 dont 1 blanc, c'est une 2-1. Tant que vous avez perdu des points de vie ce tour-ci, le canaliseur d'essence a le vol et la vigilance. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le canaliseur d'essence. Quand le canaliseur d'essence meurt, mettez ces marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Alors, dans l'édition Bloom Burrow, nous avons du coup des chauves-souris qui jouent justement sur le gain et la perte de points de vie. Ce qui nous rappelle un petit peu les Flestre-Fleur sur Strixhaven, pour ceux qui se souviennent. Et en effet, ici, on a ce petit côté avec, tiens, je gagne des points de vie, j'ai un avantage, je perds des points de vie, j'ai un autre avantage. Comme on est essentiellement en blanc-noir, du coup, j'ai envie de dire que cette carte, le canaliseur d'essence, va être très utile dans les jeux blanc-noir qui touillent un peu avec leur point de vie, mais également ceux qui touillent avec les marqueurs, +1/+1, donc il y a pas mal de choses faisables, en fait, à ce niveau-là, et j'avoue que, c'est assez intéressant de voir comment fonctionne la carte. Elle est relativement peu chère, et ça peut fonctionner assez rapidement, en fait. Mine de rien, pour ceux qui ne le savent pas, la perte de points de vie, et surtout utiliser les points de vie comme ressource, c'est quelque chose qu'on fait très couramment en noir, donc du coup c'est pour ça que la combinaison blanc-noir
est super intéressante pour les chauves-souris et du coup pour le canaliseur d'essence. Donc ça peut être joué dans quelques decks, mais en tout cas tous ceux qui vont touiller et jouer avec leur point de vie, ça semble être assez dirigé là-dessus. On enchaîne avec le chef de guerre du terrier, qui est une créature lapin et chevalier, 4/4 pour 4 dont 2 blancs, elle a progéniture 2, c'est-à-dire que vous pouvez payer 2 mana supplémentaires au moment où vous allez lancer le sort, et si vous faites ainsi, quand elle arrive, vous allez créer en plus une copie 1/1 de cette créature. Et à chaque fois que vous attaquez, choisissez l'un, créez un jeton de créature 1/1 blanche lapin, engagé et attaquant, ou les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors la progéniture, c'est une mécanique qui est super intéressante, qui est vraiment tournée autour du « ah, on va faire des jetons, etc. » mais surtout en fait des capacités qu'on va pouvoir copier, que ce soit des capacités déclenchées qui sont parfois très intéressantes, mais ici, le déclenchement est d'autant plus intéressant que ça n'est pas à l'arrivée en jeu, mais à chaque fois vous allez attaquer. Du coup, si vous payez 6 pour avoir le chef de guerre et le mini chef de guerre, eh ben en fait vous vous retrouvez avec un bonus qui est assez conséquent, notamment peut-être celui de dire bah j'attaque, mes créatures attaquantes gagnent +2/+2, voilà. Ou bien j'ai fait 2 lapins, engagés attaquants. Ce qui est plutôt mignon, mais je trouve sérieusement que sur le chef de guerre, c'est la deuxième capacité qui est la plus forte, avec le +1/+1 boosté à toutes les créatures, là où c'est vrai que juste faire un lapin, à moins d'avoir de quoi booster les jetons sur le champ de bataille, ce qui est loin d'être infaisable, et ben mine de rien, on a ce petit côté où c'est un peu moins fort quand même que de donner un +1/+1 à toutes nos créatures, surtout si on a déjà un board de jetons qui existe. Et c'est là en fait où le chef de guerre est très flexible. D'un côté, si vous n'avez pas de créatures en jeu, ou pas beaucoup du moins, vous pouvez attaquer pour créer un lapin, et du coup commencer à créer un peu plus votre board. Mais de l'autre côté, si jamais vous avez déjà un board, bah en fait il est d'autant plus efficace avec le boost de masse. Alors voilà, moi je trouve la flexibilité intéressante avec la progéniture, plus le côté modal derrière sur la capacité, donc là il y a vraiment de quoi faire. À voir ensuite comment est-ce que vous allez vous en servir sur le moment. On enchaîne avec un oiseau, c'est le signe du salut, un oiseau éclair, 3/3 pour 4 dont un blanc. Il a le flash et le vol, et à chaque fois que lui ou qu'un autre oiseau que vous contrôlez arrive, exilez jusqu'à une créature sans le vol ciblé que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle au début de la prochaine étape de fin. Alors, ce qui est très marrant, je trouve, c'est qu'on a du coup ce petit côté « ah bah tiens, moi je suis un blink sur patte ». Mais pas un blink à effet direct. Ce qui est souvent le cas, en effet, quand on a une créature qui arrive en jeu, c'est, voilà, elle arrive, elle va exiler, puis renvoyer en jeu la créature en question. Sauf qu'ici, ça n'est pas le cas. Ici, on est dans une situation, en fait, où on va pouvoir renvoyer plus tard, et avec le fameux bonus du marqueur vol. Du coup, ce qui fait qu'on pourra pas le reblinker avec un autre oiseau, grâce au signe, puisqu'il précise que c'est des créatures sans le vol, et c'est là où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les oiseaux dans Bloomburrow ne veulent pas vraiment en fait jouer avec d'autres oiseaux. C'est un petit peu bizarre, mais en fait ils veulent les créatures sans le vol. Il y a d'autres créatures dans l'extension qui vont jouer là-dessus, de dire je joue avec des créatures qui n'ont pas le vol, et je vais interagir avec elles, parfois en leur donnant le vol, parfois quand un autre oiseau arrive je vais leur faire quelque chose. Voilà, c'est assez étrange, mais ça existe, et c'est quelque chose qui semble un petit peu bizarre en fait dans le fonctionnement, mais bah voilà. Le signe du salut reste quand même très intéressant. Bien sûr vous n'allez pas avoir 36 oiseaux disponibles, mais ne serait-ce que pour son effet à lui quand il arrive en jeu, c'est déjà largement suffisant. Après si vous jouez un deck vol, bah, je pense malheureusement qu'il n'est pas super intéressant, et vu que les oiseaux sont majoritairement volants, pas tous, mais beaucoup quand même, et ben c'est vrai que ça fait poser des questions un petit peu sur la place qu'aurait cette carte-là dans un deck spécifiquement oiseau. Et je doute qu'elle en ait vraiment une en fait. Je pense que c'est plutôt une carte de protection très intéressante, qui est un clair, du coup qui peut rentrer dans des tribaux clairs, ou bien simplement se dire bah voilà que c'est un volant et qu'on peut s'amuser un petit peu avec à l'occasion. Bon. Pourquoi pas. On enchaîne avec une vrasse. Bien sûr, vous le savez, il y a toujours un truc pour détruire toutes les créatures dans les extensions. Ici, c'est l'invocation de chute stellaire, un rituel qui coûte 5 dont 2 blancs, et il a fait un cadeau d'une carte. Donc vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort, et si vous faites ainsi, quand on va commencer à résoudre le sort, eh ben, il va piocher la carte avant qu'on fasse tout le reste des effets. Par contre, à partir du moment où il pioche la carte, c'est qu'on est déjà dans la résolution, donc impossible d'y répondre. La carte dit « Détruisez toutes les créatures. Si le cadeau a été promis, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans votre cimetière de cette manière. »
Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on retrouve ce côté, je vais parler vite fait du cadeau, parce que cette mécanique elle est retrouvable partout dans l'édition, il y a plein de choses, souvent c'est des cartes qu'on fait piocher, parfois des tours supplémentaires qu'on donne, oui je ne déconne pas, parfois des poissons qu'on donne, oui voilà tout à fait, ou des nourritures. Voilà. Il y a plein de choses en fait, mais c'est très intéressant parce qu'en fait en multijoueur bien évidemment, des fois on va peut-être mettre plus de dégâts à un adversaire en promettant une carte, mais l'avantage c'est qu'on peut promettre la carte à quelqu'un d'autre, c'est ça qui est intéressant aussi. Simplement promettre une carte avec l'invocation de chute stellaire à une personne qui par exemple va perdre beaucoup de créatures, c'est un bon moyen de compenser et sans parler de politique à proprement dit, hein, parce que bon, je sais que certains sont très braqués là-dessus, sans parler de politique, en fait, on peut parler de compensation et de dire, ok, un peu comme un déni des arcanes, je vais détruire toutes les créatures, mais comme t'en perds beaucoup, tu sais quoi, je t'offre une carte. Je vais récupérer une créature, certes, ça aide mon plan de jeu, mais je t'offre une carte. Et là-dessus, du coup, on offre une compensation. Pour moi, c'est plus vraiment un cadeau à ce stade-là. Mais c'est ça qui est assez intéressant, comme le déni des arcanes, qui est quand même un des contre-sorts les plus joués en commandeur pour cette même raison, dire « Ok, je te contrecarre un sort, mais tu vas pouvoir piocher jusqu'à 2 cartes ensuite. » Très intéressant, bien sûr. Mais bien sûr, vu que nous, on pioche aussi une carte, on a quand même notre intérêt. Et je pense que c'est un petit peu dans la même dynamique au niveau du jeu et au niveau de comment les adversaires vont prendre cette carte. Alors, en soi, on est sur une destruction de masse de créatures. Pour 5 mana, on est sur un coût relativement correct, sachant qu'on a un avantage de pouvoir récupérer une des créatures qui étaient détruites de cette manière. Pourquoi pas un commandant, ou une créature très importante qui malheureusement ne retourne pas en zone de commandement et qu'on ne peut pas ranimer autrement. Donc ça paraît assez intéressant de jouer cette carte-là si on a vraiment quelques cartes qui sont parfois essentielles et qu'on peut se passer les autres créatures éventuellement, ou bien qu'on a peu de créatures et qu'on veut en garder quelques-unes en particulier. Voilà, donc honnêtement, une très bonne vrasse ici. On enchaîne avec le début d'un cycle, les saisons, et ici c'est la saison du terrier, un rituel qui coûte 5 dont 2 blancs, et qui dit « Choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes », oui je vais les appeler les patounes, de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Les patounes, en gros, pour expliquer, ici on va avoir 3 modes différents avec des coups de patounes, donc une patoune, 2 patounes, 3 patounes, et en fait vous allez pouvoir faire un gros mix de ces différents modes en fonction des 5 patounes que vous avez. Alors les patounes ne se conservent pas d'un sort à un autre, hein. Vous les utilisez maintenant quand vous allez choisir les différents modes, et après elles disparaissent, enfin elles n'existent pas vraiment quoi. Mais en gros, ce que vous pouvez faire ici, alors du coup avec une patoune, créer un jeton de créature 1/1 blanche lapin, ok. Pour 2 patounes, exiler un permanent non terrain ciblé, son contrôleur pioche une carte. Et pour 3 patounes, renvoyer sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur elle, une carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Alors, il y a beaucoup de choses en fait. Ce que je trouve assez intéressant, c'est le côté, on va jouer sur des petites créatures avec le mode 3 patounes, qui est plutôt pas mal, hein, indestructible en plus en tant que marqueur, c'est quand même, ça fait plaisir. Mais on a également le mode lapin, qui mine de rien ne coûte que une seule patoune. Donc c'est assez intéressant, on pourrait s'amuser à dire pour 5, je fais 5 lapins. Magistral, voilà. Le mode exilé impermanent est assez intéressant aussi, puisque c'est pas qu'un adversaire ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc on peut s'amuser, par exemple, à shooter nos propres créatures, jetons éventuellement, dont on n'aurait pas besoin, en se disant c'est un moyen de piocher éventuellement. Donc comme vous l'avez compris, les 5 patounes, vous allez pouvoir faire des combinaisons un petit peu diverses. 2 patounes pour le deuxième mode, 3 patounes pour le troisième mode. Ou bien 5 patounes pour le premier. Enfin bon voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Les mélanges sont faisables sans aucun problème. Ce qui est assez intéressant ici, la flexibilité, c'est vrai que ça nous permet à la fois de gérer les problèmes, créer un board, ou bien récupérer des créatures importantes, alors qui ne coûtent pas cher. Voilà, il faut l'avouer, mais bon, vous le savez, le blanc adore réanimer ce qui est petit, surtout ces dernières années. Donc la saison du terrier, ça apporte beaucoup de flexibilité dans certains styles de jeu, à voir du coup si vos decks vont correspondre ou pas à cette carte. On enchaîne avec un autre oiseau qui s'appelle le Sauveur Shuka, une créature oiseau éclair, 3/1 pour 3 dont un blanc. À chaque fois qu'il a le vol, bien sûr, à chaque fois que lui ou qu'une autre créature que vous contrôlez avec le vol meurt, renvoyez sur le champ de bataille une autre carte de créature avec une valeur de mana inférieure ciblée depuis votre cimetière. Alors, moi ça me rappelle beaucoup le Charrieur de Ferraille en créature artefact, qui faisait la même chose avec les artefacts. Voilà, dire, ah tiens, je récupère des cartes, pof, voilà. Ouais,
Du coup, ça m'invite à beaucoup de bêtises en fait. Parce que mine de rien, alors des créatures avec le vol, si on joue un deck vol, notamment en blanc-bleu par exemple, si vous voulez vraiment vous amuser avec Kanji par exemple, ça peut être très 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 fort, puisque récupérer des cartes en boucle, il y a des valeurs de mana différentes pour les oiseaux, ou pour les créatures avec le vol, de 1 jusqu'à 5, 6, on n'a aucun problème à avoir des créatures qui volent et qui sont fortes, d'autant plus que dans un deck vol, on va souvent avoir tendance à vouloir jouer quand même un petit peu sur tous les coups de mana, puisque bon, se mettre en place rapidement pour commencer à taper, c'est important, mais avoir des grosses créatures pour finir plus tard, c'est aussi essentiel. Donc le sauveur Shuka, il est là vraiment en mode, bah vas-y, on va peut-être me gérer mes créatures avec le vol, mais du coup je vais récupérer d'autres ressources en plus, je vais récupérer mes autres créatures qui sont mortes auparavant. C'est très intéressant, et honnêtement, alors, sans aller jusqu'à dire que, oh mon dieu, c'est un moteur à combo, puisque bon, on n'est pas dans la situation avec les artefacts comme le chariot de ferraille, c'est un peu plus complexe, mais honnêtement, le sauveur Shuka, il apporte vraiment quelque chose de très intéressant pour les jeux vol, et ça, c'est une bonne chose, et pas uniquement pour les osios, pour toutes les créatures avec le vol. On va finir le blanc avec la trêve de l'aube, un éphémère qui coûte 2 dont un blanc, faites cadeau d'une carte, encore une fois. Vous et les permanents que vous contrôlez acquérez la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et si le cadeau a été promis, les permanents que vous contrôlez acquièrent aussi l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc on retrouve encore une fois un sort de protection, mais ici très intéressant. Comme je le disais, le cadeau n'est pas forcément à dédier à l'adversaire qui est en train d'essayer de vous casser les noix. Voilà, donc vous pouvez filer à quelqu'un d'autre. Un petit cadeau intéressé, n'est-ce pas? Mais ce qui est génial en fait, c'est que il coûte que 2. Ce qui est moins cher que la plupart des sorts, bon à part le sort gratuit, oui je sais, mais c'est moins cher que la plupart des sorts qui vont donner l'indestructible, et surtout on a la défense talismanique en plus, ce qui est très intéressant. Donc si jamais vous avez juste besoin d'une protection défense talismanique, ça suffira. Si vous avez besoin de l'indestructible en plus, on a cette petite pioche en plus à donner, qui peut protéger par exemple d'une vrasse, ça peut être super. Donc vraiment trêve de l'aube, c'est simple, et c'est efficace. On passe maintenant au bleu, avec l'instructeur piège foudre, une créature loutre et sorcier, qui coûte 2 dont un bleu, c'est une 1-2, elle a progéniture pour 4 mana, celle-ci, et quand cette créature arrive, regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte non créature, non terrain parmi elles, et la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, alors je trouve que le coût de progéniture est un petit peu élevé, ça je vais pas vous mentir, je pense que 3 aurait déjà été très bien, d'autant plus que je comprends pas trop le délire avec, en fait je fais une progéniture, mais elle me coûte plus cher que l'original, et pour le même effet, c'est un petit peu étrange. Après ce qui est intéressant c'est que c'est un sorcier, donc Inala, bonjour, on te passe le coucou, ça peut être intéressant, d'autant plus que l'instructeur piège foudre me donne beaucoup d'impression en fait de la Narset déchireuse de voile, puisque en fait on a le même effet en fait que sa capacité moins, qui va permettre de filtrer le dessus de la bibliothèque et de récupérer des cartes non créatures, ce qui est quand même très très intéressant. Donc bon, un petit peu de filtrage sympathique, et avec un double effet éventuellement avec la progéniture, pourquoi pas. Une autre loutre, c'est la meneuse de flot de vallée, une créature loutre et sorcier 2-2 pour 3 dont un bleu. Elle a le flash, et elle dit qu'on peut lancer les sorts non créatures comme s'ils avaient le flash. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, les oiseaux, les grenouilles, les loutres et les rats que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Alors, je vous avoue que j'ai hésité à la mettre dans une autre catégorie qu'on va aborder plus tard, mais le fait de donner le flash à tous les sorts non créatures, c'est quand même super intéressant. Ça veut dire les planeswalkers, les artefacts, les enchantements, ce qui peut être très 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 efficace dans certaines situations. Honnêtement, je la trouve excellente, c'est l'une des meilleures cartes qu'on a pour donner le flash en fait. Mis à part donner le flash à tout, bien sûr, mais les créatures ont parfois un petit peu moins d'impact dans des jeux bleus et avec des combinaisons d'autres couleurs qui sont peut-être un petit peu plus contrôle. Et du coup, pouvoir jouer des enchantements en flash qui par exemple empêchent les adversaires d'attaquer, ça peut être pas mal, ou alors tout simplement détruire une créature à droite à gauche, l'emprisonne, tout ça. Vous avez compris un petit peu l'idée, mais c'est génial. Alors le deuxième côté avec les oiseaux, les grenouilles, les loutres et les rats qui vont gagner +1/+1 et les dégager, c'est intéressant, ça me rappelle beaucoup l'ascendant Jeskai qui permettait de faire pareil, +1/+1, hop, on dégage, c'est très intéressant. À voir du coup avec ces différents types de créatures, qu'est-ce qu'on peut ressortir comme deck, qu'est-ce qui peut fonctionner comme deck autour de ce multi-type dans un deck. On continue avec un nouvel oiseau, c'est l'oiseau moqueur, un oiseau et barde, 1/1 pour X et un bleu, il a le vol,
et vous pouvez faire qu'il arrive comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité de mana dépensée pour lancer l'oiseau moqueur, excepté que c'est un oiseau en plus de ses autres types et qu'elle a le vol. Et c'est vachement fort. C'est vachement fort, parce que du coup ça copie n'importe quoi, c'est chez l'adversaire mais également chez vous, et avoir une version volante d'une créature qui peut avoir un gros impact, notamment à l'attaque et aux dégâts, vous imaginez que ça peut être assez intéressant. Ce qui est très cool, c'est également que on n'est pas sur un simple clone habituel qui va coûter 4 mana et puis c'est fini. Là en fait, on est vraiment sur, il va falloir payer autant que la valeur de mana, enfin du moins autant au total avec le mana bleu à compter, que la valeur de mana de la carte qu'on veut copier. Donc on n'est pas non plus en mode oui je vais pouvoir faire n'importe quoi, copier comme j'en ai envie. Donc très intéressant comme clone, et franchement le vol en plus c'est un bon bonus. On enchaîne avec le port mage austère, une grenouille et sorcier, 1-3 pour 2 dont 1 bleu. À chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille sans mourir, piochez une carte, et pour 2 dont 1 bleu, en l'engageant, renvoyez une autre créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Waouh, très très bien. En effet, ici on se retrouve face à une carte qui dit « J'aime le blink, j'aime le fait d'exiler, puis renvoyer en jeu mes créatures. » Alors bien sûr, sa capacité permet de renvoyer directement en main, et non pas de blinker, ce qui aurait été très fort de base, mais c'est très intéressant, et ce qui me titille un petit peu par contre, c'est qu'il y a une restriction. Et oui, il y en a une petite, peut-être pas vue, c'est à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille. Ce qui fait que par exemple avec Brago qui va exiler puis renvoyer en jeu pas mal de permanents en même temps, bah ça se déclenchera qu'une seule fois en fait. Vous allez piocher qu'une seule carte. Voilà. Et du coup, on a presque envie de blinker plusieurs fois dans un tour, dire bah tiens, j'ai un effet qui blink, j'ai un autre effet qui blink, j'ai un autre effet qui blink. Ce qui existe bien sûr, ça va peut-être coûter un petit peu de mana dans certains cas, mais vous avez moyen quand même de piocher les cartes assez régulièrement, et même dans Brago, c'est intéressant de se dire je pioche des cartes en faisant mon plan de jeu littéralement. La créature est pas chère, elle a une bonne endurance, c'est super intéressant. On continue avec le puits à souhait, un artefact qui coûte 4 dont 1 bleu, vous l'engagez, vous mettez un marqueur pièce sur le puits à souhait, et quand vous faites ainsi, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs pièces sur le puits à souhait depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place et de l'activer que en rituel. J'ai beaucoup de problèmes avec le puits à souhait, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler vite fait, c'est que malheureusement c'est un coût égal, et ensuite, vous êtes obligé de mettre le marqueur pièce pour pouvoir bénéficier du reste du sort. Enfin, de la capacité. Ce qui fait que du coup, vous êtes obligé de monter progressivement la valeur de mana des sorts que vous allez relancer avec le puits à souhait. Ce qui m'embête d'ailleurs, c'est le fait que ce soit en rituel uniquement. En fait, il y a beaucoup de contraintes, et j'ai peur que, même si certains decks vont se dire « Ah ouais, c'est peut-être possible de le mettre dedans », que ça va être beaucoup de contraintes pour pas grand-chose, et malheureusement, à 4 mana... eh ben, c'est un peu cher, quoi. Voilà, donc j'ai un petit doute là-dessus. On continue les saisons avec la saison du tissage, un rituel qui coûte 6 dont 2 bleus. Choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Pour une patoune, piochez une carte. Pour 2 patounes, choisissez un artefact ou une créature que vous contrôlez. Créez un jeton qui en est une copie. Et pour 3 patounes, renvoyez chaque permanent non-terrain, non-jeton, dans la main de son propriétaire. Alors, c'est très intéressant. D'autant plus que, voilà, pour ceux qui se posent la question, qui diraient « Mais attends, c'est complètement con, on crée un jeton et puis après on renvoie. » Oui, mais non jeton, n'oublie pas. Donc du coup, vous allez pouvoir éventuellement créer un jeton copie d'une créature, vous allez pouvoir renvoyer tout dans la main, et juste dire « J'ai gardé mon jeton » qui a un très bon effet. C'est parfait. Piocher les cartes, c'est génial. Du coup, si jamais vous n'avez pas besoin d'un certain mode, vous pouvez dire ah, tiens, je fais 2 copies et puis je pioche une carte. C'est cool. C'est un bon ajout en fait, et comme il ne coûte qu'une patoune, c'est très très bon. Franchement, la saison de tissage est très très bien. Surtout si vous aimez les decks copies, ou si vous aimez bien pouvoir contrôler éventuellement en situation un petit peu désespérée. Et on finit le bleu avec le talent du chasse-orage, et oui, les classes sont de retour. C'est un enchantement classe qui coûte 1 bleu, et le niveau 1 dit, quand il arrive, créer un jeton de créature 1-1 bleu, rouge, loutre avec la prouesse. Pour 4 mana dont 1 bleu, il passe au niveau 2, et quand cette classe devient niveau 2, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Et quand il passe au niveau 3 pour 6 mana dont 1 bleu, chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1-1 bleu, rouge, loutre avec la prouesse. J'avoue que je trouve que la classe en soi, alors elle est intéressante avec le côté on va créer des jetons qui ont la prouesse, qui est génial,
puisque malheureusement jouer des créatures c'est toujours un petit peu dommage dans les decks qui vont jouer beaucoup d'éphémères rituels. Du coup ça a tendance à coincer un peu les gens quand on veut jouer un petit peu plus aggro avec les éphémères rituels. Ici le talent du chasseur-rage permet de compenser ça. Mais par contre, ce que je regrette beaucoup, ce sont les coups de mana pour passer jusqu'au niveau 3, ce qui est énorme. Puisque 4 mana juste pour récupérer un éphémère rituel, ça fait un peu mal. Mais 6 mana pour dire, ok, je vais faire des loutres à chaque fois, ça fait beaucoup d'investissement. Donc, et malheureusement, vu que c'est une capacité qui permet de passer le niveau, on va avoir peu de réducteurs de coûts qui peuvent fonctionner. Il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu. Donc voilà, je suis un petit peu en mode mi-figue mi-raisin. J'aime bien l'idée, mais malheureusement, je pense que l'exécution est un petit peu maladroite sur le design de la carte. Donc à voir si vous trouvez une place dans vos decks pour cette carte-ci. On passe maintenant au noir, et on va attaquer avec l'Augure Sombre Étoile, une créature chauve-souris et psychagogue 2-3 pour 3 non 1 noir. Elle a progéniture pour 1 noir. Elle a le vol, et au début de votre entretien, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Alors, il y en a qui savent, c'est en effet Bob, le Dark Confident, l'Obscur Confident, qui en fait est issu d'une chauve-souris. Mais une chauve-souris qui ramène son fils avec, voilà, ou sa fille, comme vous voulez, pour le boulot, et qui va du coup dire, pour 4 mana, j'ai 2 effets de Dark Confident au début de mon tour. Ça fait mal, puisque du coup on perd pas mal de points de vie, mais il y a moyen de compenser ça en effet, puisque j'ai dit blanc-noir, c'est une combinaison dans cette édition qui dit je gagne des points de vie, je perds des points de vie dans tous les sens, et vous pourrez tirer un avantage de ça si jamais vous jouez avec l'Augure Sombre Étoile et des cartes qui aiment bien quand vous perdez des points de vie. Bonjour Vélis. Voilà. Mais autant dire que l'Augure Sombre Étoile ne se joue pas dans tous les decks noirs, pas du tout. Il faut être très prudent au niveau des decks dans lesquels vous allez l'utiliser, notamment les decks où il n'y a pas des coûts de mana trop élevés, et surtout des decks dans lesquels vous allez aimer faire jouer avec vos points de vie. Voilà, ce qui est évidemment quelque chose que le noir aime beaucoup faire. On continue avec l'expert Ostéomancien, une créature écureuil et psychagogue 2-2 pour 2 dont 1 noir, contact mortel, et en l'engageant jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures depuis votre cimetière en fourrageant, en plus de payer leurs autres coûts. Si vous lancez un sort de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur fatalité sur elle. Et pour fourrager, vous avez le choix, soit vous exilez 3 cartes de votre cimetière, soit vous allez sacrifier un jeton nourriture. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Un jeton, une nourriture en général, puisqu'il y a des nourritures non jetons. Alors, Ostéomancien n'est pas ostéopathe, voilà, vous le saurez. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est le côté on va s'amuser à pouvoir relancer des créatures en fait depuis le cimetière. C'est quelque chose qui rappelle beaucoup Brèche du Monde Souterrain, de la même façon, hein, avec le fourrage. C'est pas mal du tout, très bon réanimateur, très intéressant. Et si vous aimez bien vous meuler, mettre des cartes au cimetière d'une manière ou d'une autre, l'expert il va être au top pour votre deck, surtout si vous aimez les ramener ensuite du cimetière. On enchaîne avec le Fouet de Vigne Iridescent, une créature lézard et assassin qui coûte 1 noir, c'est une 1-2 qui a progéniture 2. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à un adversaire ciblé. Je me suis dit que j'allais le mettre, puisque, mine de rien, il peut venir avec son gamin, encore une fois, mais surtout parce que faire perdre des points de vue aux adversaires en fonction des terrains qui arrivent, ouais, on peut faire beaucoup de choses. Le noir n'est peut-être pas forcément la couleur qui vous vient le plus quand on parle de touche-terre, mais mine de rien, entre le noir, le rouge et le vert, il y a une très bonne synergie, notamment au niveau de je sacrifie des terrains, je rejoue des terrains, je rejoue des terrains en plus, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec le touche-terre dans ces conditions-là. Et également d'autres, notamment en bleu, noir, vert, où il y a 2-3 bricoles à faire, si vous en avez l'occasion. Donc le Fouet de Vigne, il est super intéressant, basique bien sûr, parce que c'est juste des blessures, et je vais juste dire une chose, préciser un truc, comme ce sont des blessures qui sont mises et non pas de la perte de points de vie, infection, voilà encore une fois, puisque vous pourrez vous amuser à mettre directement des marqueurs poison avec cette créature. On enchaîne avec le Larcin de Villegriffe, un rituel qui coûte 2 noirs, faites cadeau d'une carte, et un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, exilez cette carte, si le cadeau a été promis, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée, et du mana n'importe quel type peut être dépensé pour la lancer. C'est très intéressant, d'autant plus que c'est extrêmement sadique. Pour ceux qui n'auraient pas calculé en fait, vous allez juste cibler l'adversaire à qui vous allez donner la carte. Pourquoi ? Parce qu'il pioche la carte avant que vous regardiez la main et que vous exiliez la carte. Et ça, c'est vraiment génial, puisque ça veut dire que je donne une carte, mais en même temps, voilà,
je me permets, au cas où elle pourrait être intéressante, de la prendre, voilà, au cas où. Alors bien sûr, il y a 2-3 petites synergies qu'on pourrait faire, notamment je pense à symétrie sournoise, qui permet de dire, bah tiens, je vais tuto une carte, toi aussi, mais on les met au-dessus de la bibliothèque. Voilà, Larcin de Villegriffe, je te fais piocher, je vais regarder ta main, je vais récupérer la carte que t'as allé chercher. Parfait, voilà. Donc vraiment des trucs un petit peu sadiques là-dessus. Pareil avec la griffe de souhait, le talisman griffe de souhait qui est très bien aussi. Donc voilà, le larcin me semble efficace, et pour tous les jeux qui aiment piquer des cartes et qui veulent jouer avec, notamment je pense à tous ceux qui sont amusés à jouer avec Gonti récemment, eh bien le larcin est une très bonne inclusion en fait. On enchaîne avec une onco assez surprenante, c'est Nourrir le cycle, un éphémère qui coûte 2 dont 1 noir, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, fourrager ou payer 1 noir. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Et là, j'aurais très bien pu en parler à part dans les cartes en mode, disons, ah ouais, c'est des cartes sympas et tout, elles sont meilleures. Mais il fallait vraiment que j'insiste sur celle-ci, puisque Nourrir le cycle, en fait, vous permet simplement en exilant 3 cartes de dire, en éphémère pour 2, je détruis créature ou planeswalker. C'est la meilleure version qui existe, en fait, dans ce genre de cas. Si jamais vous avez la possibilité de sacrifier une nourriture ou bien d'exiler des cartes, ça sera largement suffisant pour être un des meilleurs removals du format. Voilà. Donc c'est génial. Là-dessus, c'est une très bonne version. Après, évidemment, il faut jouer avec le cimetière ou les nourritures, mais c'est excellent. On enchaîne avec une autre unco, c'est le regard plein d'étoiles, un rituel qui coûte X, dont 2 noirs. Regardez le double de X cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez X cartes parmi elles dans votre main, et le reste dans votre cimetière, vous perdez X points de vie. Alors, ça m'a vraiment bluffé cette carte, puisque on est sur une valeur de X qui peut être relativement grosse, je veux dire, ne serait-ce que juste en payant 2 mana pour X, vous allez regarder 4 cartes, récupérer 2 cartes, c'est relativement rentable. Le reste va au cimetière, donc si vous aimez jouer avec le cimetière, ça peut être très intéressant. Mais autant vous dire que je trouve que l'investissement en fait sur le regard plein d'étoiles, il est super rentable. Et il nécessite pas grand chose, quoi. Je veux dire, ne serait-ce qu'à 5 mana, on se dit déjà, ah tiens, je récupère 3 cartes parmi les 6 premières. C'est un truc de dingue. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est une bonne carte qui fait de belles choses. Un autre rituel, c'est la Renaissance Hanley, qui coûte 5 dont 2 noirs. Faites cadeau d'une carte, encore une fois. Envoyez sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis votre cimetière. Puis, si le cadeau a été promis et que cette créature n'est pas légendaire, créez un jeton qui en est une copie, excepté qu'il est 1-1. Donc du coup, on fait une progéniture grâce à la Renaissance Hanley. Ce qui est très très marrant d'ailleurs. Du coup, on a ce petit côté assez intéressant. Ce que j'adore ici, c'est que le simple coup d'une carte à faire piocher un adversaire, c'est rien. C'est vraiment rien en comparaison avec le fait de ranimer une créature en faisant une copie. Puisqu'on a des effets d'arrivée en jeu qui sont assez efficaces. Et honnêtement, donner une carte à un adversaire, c'est le moindre de vos problèmes. Vous n'en avez rien à faire les 3 quarts du temps. Donc voilà. La Renaissance Hanley, elle est forte. Alors certes, ça coûte 5 mana, mais c'est complètement justifié avec le fait de pouvoir faire une copie derrière de la même carte. Là, on peut rien dire là-dessus. On enchaîne avec la suite du cycle des saisons. C'est la saison de la perte, un rituel qui coûte 5 dont 2 noirs. Choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plusieurs fois. Pour une patoune, chaque joueur sacrifie une créature. Pour 2 patounes, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôliez qui est morte ce tour-ci. Et pour 3 patounes, chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Et évidemment, je vous rappelle que les modes d'un sort se déroulent toujours dans l'ordre dans lequel ils sont écrits, même si vous avez choisi plusieurs fois le même mode. Voilà. Et c'est là où c'est très important avec Saison de la Perte, puisque on a ce côté, on sacrifie, je pioche ensuite pour les créatures que j'ai perdues, et je fais perdre des points de vie en fonction du nombre de cartes de créatures dans mon cimetière. Tout est très logique dans la Saison de la Perte, et c'est vraiment pas une mauvaise carte, puisque vous pouvez vous amuser en disant « C'est bon, alors il faut que je fasse sacrifier des joueurs ?» Pas de problème. Je joue un jeu sacrifice, et j'ai déjà des moteurs à sacrifice qui ont fonctionné tout seul. Pas besoin du premier mode, je peux utiliser le deuxième et le troisième, sans aucun souci. Le troisième mode, il est là, au cas où vous avez un cimetière qui est déjà rempli, sans même avoir utilisé les autres modes. Vous dites « Bah tiens, bam, voilà. Je vais peut-être faire sacrifier des créatures auparavant, pourquoi pas. Ou je vais juste faire le troisième mode tout seul, ce qui est déjà largement suffisant dans certains cas. » Et en fait, les combinaisons entre les modes sont super intéressantes et montrent justement un certain équilibre au moment où vous allez être dans la partie quand vous allez jouer. C'est « Ah, j'ai besoin de tel ou tel mode plus que l'autre. » Voilà, ça a fonctionné. On termine le noir avec la vipère putregueule.
Oui, je sais, c'est pas très classe. Une créature élémentale et serpent qui coûte 6 dont un noir, c'est une 6-6, et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nom de permanent non-terrain. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. À chaque fois qu'elle arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle, puis, pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non-terrain ou ne se défausse d'une carte. Et c'est super bien, parce qu'en fait, c'est une vipère qui met la pression extrêmement vite. Sacrifier des jetons, sacrifier des permanents non-terrain, c'est super facile, vous le savez. En noir, on aime bien faire des jetons en plus qui ne servent pas à grand-chose souvent, à part à être sacrifiés. Donc la vipère Protogule fonctionne très bien pour les decks sacrifices, et surtout derrière, elle met une énorme pression. Je pense à tous les decks aristocrates qui pourraient s'amuser à dire « Tiens, je vais sacrifier 3 jetons, bam !» Elle me coûte plus que 3 mana à lancer, c'est horrible, voilà. Là-dessus, c'est très intéressant. Et surtout, dès son arrivée en jeu, elle met déjà la pression. Et si jamais vous pouvez proliférer d'une manière ou d'une autre, amusez-vous avec, ça a l'air super fort. Donc voilà, ça met de la pression et les adversaires risquent de pleurer très vite. On enchaîne avec le rouge et le combattant né de l'âtre, une créature lézard et psychagogue 2-3 pour 3 dans un rouge. Elle a la célérité, et à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le combattant inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. C'est très marrant parce qu'en fait, ce sont tous les joueurs qui jouent leur deuxième sort à chaque tour. Et c'est la déconne en fait de pouvoir mettre des blessures comme ça. Donc si l'adversaire joue 2 sorts et que vous jouez 2 sorts en éphémère dans le même tour, vous allez mettre 2 fois de dégâts. Magnifique. C'est génial. On retrouve ce côté avec les 2 sorts par tour qu'on avait déjà eu à plusieurs reprises dans le jeu. Et c'est vrai que là, le combattant, en fait, il fonctionne très bien, c'est efficace, ça met des petits dégâts. C'est pas non plus la grosse carte du siècle, bien évidemment, mais c'est une carte intéressante, en tout cas, pour limiter un peu les adversaires. C'est du groupe slug, c'est fort. On va parler d'une souris, c'est la défieuse Bresqueur. Une créature souris et guerrier, 2-2 pour 2 dont un rouge, elle a la célérité, elle a la prouesse, et elle a vaillant. Chaque fois qu'elle devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, ça c'est le vaillant, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Alors mine de rien, on pourrait se dire, ouais mais bon quand même, c'est assez particulier, mais en fait, il faut pas oublier qu'il y a des équipements qui fonctionnent, puisque c'est une capacité équipement, donc ça fonctionne très bien là-dessus, et derrière également que vous avez des jeux, notamment j'ai pensé à Zada et à Plume, qui jouent sur le fait de faire des boosts sur les créatures. Donc voilà, hop, ça devient la cible d'un sort d'une capacité, bam, vaillant, hop, on va exiler une carte, on va accéder à des cartes supplémentaires depuis l'exil. C'est super intéressant, et dans ces jeux-là, dans ce type de jeu-là, ça va être très jouable. On continue avec une loutre, c'est le fendeur d'orage, une loutre et sorcier qui coûte 4 dont un rouge, une 1-4 célérité. Oui, c'est particulier. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, créez un jeton qui en est une copie. Exilez ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Alors bien sûr, il y a pas mal de choses à dire autour, les gens se sont un peu enflammés autour, et je comprends complètement pourquoi. Parce qu'en effet, lancer plein de petits éphémères et rituels, les cantrips qui éventuellement vous permettent de piocher, pour faire une tonne de fendeurs d'orage, ça paraît super fort, d'autant plus qu'on a 2-3 bricoles dans l'extension qui sont assez forts avec les loutres, et qui permettent de donner la prouesse à toutes les créatures, par exemple, donc ça peut être très bourrin. Autre chose, on est en rouge, donc du coup on a les couleurs qui sont parfaites pour OBK, la première, qui permet d'arrêter le tour, donc du coup de récupérer et de garder toutes nos 1-4 fendeurs d'orage qu'on aura fait en copie avec nos éphémères rituels. Donc très intéressant là-dessus aussi. Évidemment, tout ce qui va être joué sur les jetons, sur le nombre de créatures qui attaquent, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses avec, et ça peut vraiment être très débile. Donc le fendeur d'orage a l'air d'avoir vraiment une situation où la carte peut aller très loin. On enchaîne avec un enchantement, c'est le Festival des Braises. Il coûte 5 mana non un rouge. Pendant votre tour, vous pouvez lancer des sorts d'éphémères et de rituels depuis votre cimetière en payant 1 point de vie en plus de leurs autres coûts. Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place, et pour 2 non un rouge, vous pouvez le sacrifier. Alors, c'est assez particulier parce qu'en fait, le Festival des Braises, j'étais là, oh mon dieu, c'est trop fort! Et non, parce qu'en fait, on a ce gros problème de l'effet de remplacement qui va mettre toutes nos cartes et nos jetons directement en exil et non pas au cimetière. Et ça, c'est pas uniquement pour les cartes qui viennent du cimetière, c'est ça le problème. Voilà, donc, Festival des Braises est assez intéressant, mais en fait, je pense que c'est une carte de finish qui va vous dire, vous avez rempli votre cimetière avec des éphémères rituels, pas de problème. On joue Festival des Braises, et ensuite on envoie la sauce une seconde fois pour essayer de tuer avec ça. Et voilà.
on a fait le tour. Donc assez particulier à utiliser. Alors pas forcément une énorme carte, mais qui demande un timing particulier pour vraiment être efficace, donc à voir et à faire très attention quand on la joue. On enchaîne avec le Lynx Soleshin, une créature élémentale et chat, 5/4 pour 4, donc 2 rouges. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie, les blessures ne peuvent pas être prévenues, et quand il arrive, il inflige à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de terrains non base que ce joueur contrôle. C'est très intéressant, le côté non-base, le côté, encore une fois, groupe slug, le côté surtout, hop, on va limiter les gains de points de vie, ce qui peut être parfait face à certains decks. Et aussi, surtout, si vous jouez Burn, bah oui, Lynx Soleshin, c'est une carte de Burn qui est très intéressante. Alors bien sûr, à côté, on se dit, bah, c'est une 5/4 quand même, bon, on a peut-être envie d'attaquer avec, on va peut-être vouloir le garder aussi pour éviter les gains de points de vie. Donc, ça reste un gros body assez intéressant et qui met des patates dès son arrivée en jeu. On continue avec le Mage de Scintillement, une créature loutre et sorcier qui coûte 2 dont 1 rouge. C'est une 2/2 et elle a progéniture pour 2. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et c'est vraiment fort, mais alors à un point c'est assez intéressant, parce que on est quand même sur un des effets, des nombreux effets de pinger sur les sorts non créatures ou sur les éphémères rituels. C'est-à-dire, hop, on va mettre des dégâts à chaque fois qu'il y a un éphémère rituel qui est joué, ou un sort non créature dans le meilleur des cas, pour certaines des cartes. Et le Mage de Scintillement a cet avantage de dire, eh ben écoute, si j'arrive suffisamment tard, je peux ramener un copain en plus, mon gamin, voilà, qui va faire la même chose que moi. Et c'est super intéressant avec ce Mage de Scintillement, de se dire que pour 4 mana, finalement, on a 2 créatures qui font le même effet. Et ça fonctionnera très bien dans les jeux qui veulent justement mettre des dégâts à distance en lançant des sorts non créatures. Ça fonctionne génialement. On continue le cycle des saisons avec la saison des Braves, un rituel qui coûte 5 dans 2 rouges. Il a choisi jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir plusieurs fois le même mode. Pour 1 de patoun, créez un jeton trésor engagé. Pour 2 de patoun, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez les jouer. Et pour 3 patounes, jusqu'à la fin de votre prochain tour, à chaque fois que vous lancez un sort, la saison des Braves inflige 2 blessures à jusqu'à une créature ciblée. Alors, je suis pas forcément un grand fan du dernier mode. Créature ciblée, c'est un peu bof. Mais c'est très intéressant de voir la synergie globale. Pourquoi ? Parce que la carte, en fait, fait les jetons trésors engagés, vous allez pouvoir utiliser durant le prochain tour. Le deuxième mode vous permet de jouer les cartes jusqu'à votre prochain tour. Et le troisième mode vous fait les dégâts jusqu'à votre prochain tour. Intéressant, enfin jusqu'à la fin de votre prochain tour dans tous les cas. C'est très intéressant et en fait il y a une bonne synergie. Si vous avez besoin de ressources en plus, de mana et de cartes, les 2 premiers modes sont là pour vous. Si jamais vous avez déjà les éléments en fait, vous avez le 3e mode qui est là pour donner la sauce et combiné avec le 2e ou 2 fois avec le premier, et ben en fait vous avez des ressources suffisantes pour le tour suivant commencer à faire de grosses bêtises. Du coup la saison des Braves c'est une saison qui est très cohérente. Après dans quoi est-ce que vous allez la jouer ? Probablement les jeux qui jouent avec le fait de lancer depuis l'exil, les trésors éventuellement, pourquoi pas. Ça paraît très pertinent dans l'un et l'autre. Ou dans la combinaison des deux aussi. Et on finit le rouge avec le talent de l'artiste, une nouvelle classe en enchantement, qui coûte 2 dont 1 rouge. Le premier niveau, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Le niveau 2, pour 3 mana dont 1 rouge, les sorts non créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et le troisième niveau, pour 3 dont 1 rouge, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige autant de ses blessures, plus 2. Voilà. C'est intéressant, on a beaucoup de bonnes choses en fait, le non-créature qui va permettre de looter, rien que sur le premier effet, c'est super intéressant. Voilà, je me défausse une carte de merde, je récupère une carte, c'est de quoi justement permettre de recycler le deck et de tomber du coup sur les cartes qu'il nous faut. Le deuxième mode est très bien, réduction de coût sur tous les non-créatures, c'est quand même génial. Et le troisième mode est très intéressant en fait, juste dire, ok, je joue Burn, donc du coup je peux jouer avec ce petit côté-là. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que le troisième niveau donne une direction claire, vous allez l'utiliser pour tout ce qui va être j'inflige des blessures à distance. Ok. Les 2 précédents ne le sont pas du tout. Les 2 précédents, alors vous allez probablement le jouer aussi, les utiliser bien dans les jeux justement qui vont Burn, mais par contre les deux premiers niveaux vont être là plus dans le côté je suis en train de mettre des non-créatures dans tous les sens et je veux en tirer de la plus-value. Et en effet on y arrive avec le talent de l'artiste, très bonne carte. On continue avec le vert et l'aîné souffle brume, une grenouille guerrier qui coûte 1 vert, c'est une 2/2. Au début de votre entretien, envoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur l'aîné, sinon vous pouvez renvoyer l'aîné souffle brume dans la main de son propriétaire. Ok.
Alors c'est pas obligatoire dans tous les cas, on n'est pas obligé de renvoyer une créature, on n'est pas obligé de renvoyer les... Ok. Alors ce qui est assez intéressant en fait, je trouve ici, c'est le fait de renvoyer les créatures en main. Alors, ça n'est pas du niveau de Bibelot de Pierre Nuage, vous en doutez bien, mais on a ce petit côté où juste, on va pouvoir récupérer les créatures, les rejouer, déclencher les arrivées en jeu, etc. Mais comme vous l'avez compris, il y a un petit côté aussi où on aime bien envoyer en main pour faire d'autres bricoles à côté avec les grenouilles de l'édition. Et c'est un peu compliqué, je vous avoue, avec les cartes de l'extension. Mais j'ai pensé à 2-3 bricoles, notamment le fait de jouer avec Chulane, qui aime bien quand on lance des sorts de créatures pour pouvoir remettre des terrains, etc. Donc ça peut être très intéressant également de se dire, je récupère des ressources en main, et je peux relancer des sorts de créatures. D'autant plus que, vous le savez, on a quand même 2-3 bricoles qui font des choses quand on lance des sorts de créatures. Bonjour le chuchoteur de bêtes qui nous fait piocher les cartes. Excellent. Donc voilà, l'aîné souffle-brume me paraît très intéressante dans certains styles de jeu. On continue avec la carapace herbée féconde, une créature élémentale et tortue terrestre qui coûte 5 dont 2 verts. C'est une 4-6 portée. Tant que vous contrôlez au moins 10 terrains, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Et à chaque fois que elle ou qu'une autre créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force arrive, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagée. Sinon, mettez-la dans votre main. Alors, ce qui me fait beaucoup marrer, c'est que j'étais en train de réfléchir à la possibilité de faire notamment des plans de 0-1 avec le Vengeur de Zendikar. Pas une blague, hein. Vengeur de Zendikar faisant des 0-1, bah du coup ça fait que la carapace herbée féconde va se déclencher pour chacune des 0-1 qui va être créée. Et du coup, si derrière on réussit à ramasser suffisamment de terrain, on peut se retrouver avec une grosse bêtise en cours de route. Voilà. La carapace herbée, alors je trouve que son truc avec 10 terrains est assez lourd, mais en même temps, finalement pas tant inatteignable que ça. Après, vous allez avoir une tendance à jouer vraiment autour des créatures qui ont une endurance supérieure à leur force. Ce que vous allez faire dans les decks Arcades, par exemple, c'est très intéressant. Donc ouais, je pense que dans un deck Arcades, dans les decks qui vont jouer sur le défenseur, etc., Doran, tout ça, vous pouvez vous amuser avec la carapace, ça a l'air vraiment top. Derrière, probablement d'autres jeux qui vont avoir tendance à jouer avec beaucoup de terrain, ça peut être en effet intéressant. Bon. On continue avec le Furteur Sautépine, une créature écureuil et ranger, 2-2 pour 2 dont 1 vert. Vous pouvez l'engager pour faire du mana vert, vous pouvez l'engager pour fourrager et ajouter 2 mana de la combinaison de la couleur de votre choix, de la combinaison colorée de votre choix, et pour 4 dont 1 vert, vous l'engagez, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte d'écureuil, la révéler, la mettre dans votre main. Ok. La dernière capacité, je suis un peu moyen fan, parce qu'en fait les écureuils ont pas tant de gros écureuils, même dans l'édition, que vous allez avoir envie de chercher, donc pas forcément top, mais vous avez quand même moyen d'avoir beaucoup de mana disponible. Le fourrager est très intéressant, ça en fait un bon dork en fait pour le multicolore. Donc ouais, on continue avec le guide bois délicat, un opossum et druide, qui coûte 2 dont 1 vert, c'est une 2-2 avec progéniture pour 2, encore une fois. Vous l'engagez pour un mana de la couleur de votre choix, et vous l'engagez pour mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature étant le guide bois ou la progéniture en question. Ouais, alors le guide bois délicat, justement je parlais d'orc il y a 2 secondes, là on y est encore plus, et ça peut être un très bon ramp d'ailleurs si on arrive à jouer avec la progéniture en bonus. C'est intéressant, je vais pas vous mentir. Après derrière, est-ce que ça vaut sa place dans la majorité des decks ? Il y a quand même l'ornithoptère de paradis qui me semble beaucoup mieux. On continue avec un truc qui aime bien faire des jetons, c'est pour le bien commun, un rituel qui coûte XX et un vert. Vous créez X jetons qui sont des copies d'un jeton ciblé que vous contrôlez, puis les jetons que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à votre prochain tour. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque jeton que vous contrôlez. Et là, c'est très intéressant parce que des jetons, ce ne sont pas uniquement des jetons de créatures. Ce qui fait que dans certains cas, vous pouvez vous amuser à faire des jetons d'autres choses assez intéressantes. Le fait ensuite de dire tiens, mes jetons sont indestructibles, c'est un très bon move pour tout un tour de table, c'est parfait. Les points de vie, c'est un bon bonus. Pour le bien commun aussi, cet avantage, du coup, comme on a des jeux qui aiment bien cloner avec le vert et surtout avec le bleu, cloner des créatures adverses, vous allez pouvoir vous amuser à dire tiens, je vais pouvoir faire des clones supplémentaires pour le bien commun. Parfait. On continue avec remplir le garde-manger, un enchantement qui coûte 1 vert seulement, et à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur provision sur le remplir le garde-manger. Et pour 2, en retirant un marqueur provision, on pioche une carte. C'est assez intéressant, je trouve que le côté, on a moyen de faire en sorte de conserver un petit peu notre avantage de
de cartes avec le fait qu'on va jouer sur les marqueurs +1/+1. On a une belle synergie avec la stratégie et remplir le garde-manger qui est pas cher, qui est efficace, qui demande pas beaucoup de mana pour s'activer. C'est bien. La dernière saison, c'est la saison de la cueillette, un rituel qui coûte 6 dont 2 verts. Choisissez jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Pour une patoune, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Elle a la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Pour 2 patounes, choisissez un artefact ou enchantement. Détruisez tous les permanents du type choisi. Choisissez artefact ou enchantement. Et pour 3 patounes, piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Alors là, j'avoue que je suis un petit peu perdu parce que je parlais tout à l'heure de la cohérence et du fait que les modes soient très utiles les uns avec les autres. Mais en fait, là, il n'y a que le mode 1 et le mode 3 qui sont en synergie. Le fait de dire, je vais mettre un marqueur sur une créature, ok. Pour 3, derrière, je pioche un nombre de cartes égal à sa force. Nickel. Mais le deuxième mode, il tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, même si il est très bon, il est excellent même, je veux dire. Détruire tout un type, soit artefact, soit enchantement, c'est quand même super. Donc je ne passerai pas du tout à côté. Mais c'est vrai qu'en comparaison avec le reste, on est là. Ok, d'accord, qu'est-ce que ça fait là? C'est la grande question. Et enfin, l'ultime carte du vert, c'est le talent de l'aubergiste, un enchantement de classe qui coûte 2 dont 1 vert. Au début du combat pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Le niveau 2 pour 1 vert, les permanents que vous contrôlez avec des marqueurs sur eux ont parade 1. Et le niveau 3 coûte 4 mana dont 1 vert. Si vous deviez mettre au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, mettez 2 fois ce nombre de chaque sorte de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place. C'est assez intéressant, j'avoue que le talent de l'aubergiste, moi c'est surtout les 2 premiers niveaux qui m'ont beaucoup intéressé. Le 3e est très bien, mais en fait ça demande encore une fois un investissement en mana qui est assez conséquent. Donc voilà. À voir de votre côté ce que vous en pensez pour vos decks marqueurs +1/+1. Je vais parler rapidement des cartes multicolores parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a la convocation lunaire qui est un enchantement qui coûte un blanc et un noir. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd 1 point de vie. Et au début de votre étape de fin, si vous avez gagné et perdu des points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 1/1 noir chauve-souris avec le vol. Et pour 2 dont 1 noir, vous pouvez payer 2 pour piocher une carte. Payer 2 points de vie. C'est très intéressant, la carte sort très vite. L'avantage, c'est le fait de jouer sur le gain, mais également la perte de points de vie, ce qui est excellent, c'est exactement ce qu'on veut avec la stratégie des chauves-souris. Et le fait justement aussi de faire pas mal de chauves-souris en plus, et aussi de piocher des cartes de manière plus ou moins gratuite. C'est très intéressant et ça fait en plus fonctionner l'enchantement en lui-même. Donc c'est vraiment top. On continue avec le mentor Attrape Orage, une créature loup très sorcier qui coûte un bleu et un rouge, c'est une 1/1, célérité, prouesse. Et les sorts d'éphémère de rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. C'est très intéressant, honnêtement, le mentor, ce Attrape-Orage, il a cet avantage-là de dire, bah tiens, je suis un réducteur de coups, mais en plus je suis boosté par le fait que vous allez lancer les éphémères rituels, les sorts de créatures. Voilà, c'est génial là-dessus. Donc vraiment très très efficace. On continue avec Ral, l'intellect crépitant, oui c'est une loutre aussi. Un planeswalker qui coûte 4, dont un bleu et un rouge, et qui a 4 de loyauté. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous mettez un marqueur loyauté sur Ral, ce qui est très intéressant. Le +1, vous créez un jeton de créature 1/1 loutre prouesse, voilà. Le -3, piochez 3 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Et le -10, piochez 3 cartes, vous gagnez un emblème avec les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez. On le déluge, c'est-à-dire qu'il se copie pour chaque autre sort lancé avant celui-ci durant le tour, par n'importe qui. Ok, alors, pour dire les choses tout de suite, Ral, je suis pas très fan. Pourquoi? Le passif est très fort, de dire, voilà, je lance des sorts de créatures, je vais gagner des marqueurs loyauté. C'est très fort, c'est très puissant. Le +1 est sympa, il est très bien. Le -3 coûte pour moi un petit peu trop cher en termes de loyauté. Je veux dire, on arrive à 4, on n'a pas vraiment envie de s'amuser tout de suite à dire « Ok, je vais descendre à 1 de loyauté dès le tour d'arrivée en jeu ». Voilà. Le -10, alors Storm étant évidemment très très puissant, c'est une mécanique qui est très forte, ça attire tout de suite l'œil. Mais j'avoue que le -10 qui fait juste ça, et je trouve ça un petit peu moyen, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même Thibaut, c'est Storm. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais il y a vraiment ce petit côté où j'ai l'impression qu'il me donne un petit peu de ressources pour pouvoir utiliser le côté Storm, mais malheureusement c'est pas suffisant, ce sera rarement suffisant pour réussir à
continuer à faire des bricoles. Voilà, et j'avoue que le -3 pour piocher, je l'ai un peu moins bien senti passer. On enchaîne avec la bannière en patchwork qui coûte 3, c'est un artefact. Au moment où il arrive en jeu, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix en l'engageant. Très efficace, ça me rappelle la bannière de Heraldic Banner, voilà, qui faisait pareil avec une couleur, mais ici on est sur un type de créature, ce qui est très très efficient, bien sûr. On termine avec les terrains, du coup, la Cité des 3 arbres, ça beaucoup de gens en ont parlé, c'est un terrain légendaire qui demande de choisir un type. Il fait du mana incolore en s'engageant, ou bien en payant 2 et en l'engageant, on choisit une couleur, et on ajoute une quantité de mana de cette couleur égale au nombre de créatures que vous contrôlez du type choisi. C'est une sorte de mix entre un berceau de Gaïa et un Nykthos. Voilà, c'est assez marrant. J'avoue que l'idée de la Cité des 3 arbres est géniale. Vraiment, ce petit côté, bah tiens, tu joues avec une tribu en particulier, un type de créature en particulier. Tiens, vas-y, je te fais plein de mana. Alors, il y a certaines tribus qui me reviennent plus que d'autres, notamment les elfes, les gobelins, parce que, en fait, on est sur des tribus qui fonctionnent beaucoup autour d'une couleur majoritaire, et parfois de quelques couleurs minoritaires. Du coup, c'est jouable dans ces decks-là, mais par contre dans des decks qui vont être plus éclatés entre plusieurs colorités, notamment je pense aux decks humains qui sont parfois tricolores, c'est un peu plus complexe, mais voilà, c'est des choses qui vont être un petit peu plus à jauger, mais par contre c'est une excellente carte, gardez-la s'il vous plaît, si vous pensez ne jamais jouer un type de créature, je vous assure vous l'utiliserez un jour ou l'autre. Et on termine avec le dernier terrain, c'est un port-fontaine, terrain, voilà, pas légendaire, qui s'engage pour du mana incolore, ou bien pour 2 en l'engageant et en sacrifiant un jeton, on pioche une carte, ou bien pour 3 en l'engageant et en payant un point de vie, on crée un poisson à 1, ou bien en payant 4 et en l'engageant, on crée un trésor. Alors j'avoue que je suis super intéressé par la carte, parce que d'un côté on a ce petit truc, sacrifier les jetons, c'est très efficace, ça fonctionne, ça existe, on a quand même pas mal de jetons qu'on a tendance à jouer dans les decks commandeurs, donc ne pas hésiter à les recycler pour piocher une carte, c'est top. Faire le poisson, j'avoue, le poisson, c'est peut-être un petit peu plus pour ce petit lien avec la première capacité. Et la création du jeton trésor, par contre, est très intéressante, elle aussi. Si jamais vous avez beaucoup de mana disponible, mais vous avez besoin encore plus de mana, eh ben, ça peut être un bon moyen d'utiliser. Mais j'avoue que le sacrifice de jetons me paraît plus pertinent. Alors, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette vidéo, ouais, qui va être plus courte, hein, vous inquiétez pas. Ça va aller relativement vite, je ne vous détaillerai pas du coup le détail des cartes, des coups, etc. Je vais juste parler des cartes en fonction des catégories. Ce sont des catégories que j'ai faites à l'arrache, hein, voilà, vous allez me dire « Ah ouais, attends Thibaut, t'aurais plutôt mis ça là-dedans et tout ». Peut-être, en effet, on aurait pu le mettre ailleurs. Mais les cartes en question sont intéressantes, sans nécessiter à ce qu'on les lise intégralement, sans nécessiter de ce qu'on commence à voilà, dire ouais, je vais jouer cette carte-là, non, ce type de deck, ce type de deck, ce type de deck. Généralement, ça rentre très facilement dans plein de types de decks. Voilà. On va commencer avec les cartes qui sont orientées autour de la gestion. Et j'en ai quelques-unes dans plusieurs couleurs. Notamment, on a en blanc Bon Vent, qui est quand même assez intéressante pour le côté, à la fois ça peut être de l'exil tout court ou du blink, ce qui est très intéressant. On a l'attrait de Longue Rivière dans le bleu, qui est un contre-sort flexible, encore une fois avec le cadeau. Dans la Gueule de la Marée, un moyen de renvoyer des permanents dans la main du propriétaire pour un échange d'un poisson. Honnêtement, c'est quasiment rien, parce que, voilà, on a cette flexibilité qui est très intéressante entre créatures ou permanents non terrain, ce qui peut être génial dans certaines situations. Donc voilà, autant en abuser. On a également la sieste du jeune raton laveur. Alors je sais que certains vont me dire, Thibaut, c'est pas du contrôle. Bah si, en effet. On a le côté, encore une fois, avec le don d'une carte, le cadeau. Mais je vous avoue qu'on a ce petit côté à la fois, bah, on contrôle la créature en question, puisque soit on en prend le contrôle, soit on la met en sommeil pendant quelques tours. C'est très intéressant. Dans tous les cas, on va en récupérer le contrôle, donc du coup, on peut en abuser pas mal. Et ça, j'avoue que c'est une forme de contrôle également. En passant au vert, on a Avoir à l'usure, qui est très, très intéressante, encore une fois, avec un don de cartes à un adversaire, mais une gestion artefact enchantement qui est radicale. C'est l'une des meilleures qui existent maintenant dans le format. Bravo. On a également le talent du chasseur, et oui, c'est un enchantement de classe, mais qui va nous permettre justement
dès le début de faire du fight en fait en notre des créatures, c'est très 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 sympa. On a pour terminer dans cette catégorie de gestion la tireuse à braque, un raton laveur qui est un peu vénère, et surtout qui aime beaucoup péter des artefacts ou des enchantements encore une fois. Donc autant vous dire que la tireuse à braque, ça reste apparemment plutôt une valeur solide. En parlant de solidité, je vais parler de jetons, notamment avec faire le saut en blanc, qui nous permet de faire des lapins, c'est nickel. Le talent du pourvoyeur, qui est du coup une très bonne carte de classe pour les jetons, avec tout ce qu'il faut, de la pioche, de la copie supplémentaire, des boosts, c'est génial. Le talent du pourvoyeur étant une excellente carte pour les jeux jetons, franchement je vous la conseille à fond. Et enfin on a le mentor, blanc-vert, qui est le mentor garde-terrier, qui lui, alors techniquement n'interagit pas vraiment avec les jetons, mais surtout qui nous permet d'avoir une grosse bête qui va arriver pour peu de mana, pour vraiment très très peu de mana, mais avec une capacité de piétinement ridicule. Donc voilà, le côté, tiens, j'ai besoin de finir la partie, là le mentor, c'est l'un des moyens de finir la partie assez rapidement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les chauves-souris dans cette édition aiment beaucoup jouer avec la diminution et l'augmentation des points de vie, les vôtres avant tout, et ici on a quelques cartes qui jouent justement sur le fait de perdre et gagner des points de vie. On a la cartographe stellaire qui est assez intéressante justement avec ce petit côté récupération de cartes sur le gain ou la perte de points de vie. On a le clerc Astrosophe qui est super intéressant pour tous les jeux qui adorent gagner des points de vie. Voilà, je pense à tous ceux qui jouent avec Vito et d'autres cartes du même genre. En blanc-noir aussi, ça fonctionne très très bien. Ça va faire beaucoup de boulot, et en plus avec la progéniture, c'est top. Et on a enfin le monolithe lugubre, qui permet simplement de faire perdre des points de vie aux adversaires et d'en gagner vous-même de manière systématique. C'est un poil cher en termes de coût de mana, mais c'est super intéressant. Et en plus, éventuellement, on peut la recycler un peu plus tard. On a également tout un jeu autour des petites créatures. Voilà, là, je pense que vous l'avez compris. Je vais reparler vite fait du cartographe stellaire, puisque c'était l'objectif de la carte, de parler des petites créatures. Là-dessus, voilà, on a le côté gain de vie, mais on a le côté petite créature à récupérer dessus la bibliothèque. Le précurseur de Valmoustache, voilà, avec le vaillant, mais qui fait peu ou prou la même chose. Et enfin une carte de protection, mais qui joue également sur les petites valeurs de mana, encore une fois, comme d'habitude en blanc, le remède de perles de rosée, qui a une illustration magnifique. D'ailleurs, je tiens à préciser, merci à Chris Rallis pour cette illustration. Honnêtement, j'aimerais bien en faire un tapis, tellement c'est joli. Et avec le petit côté, voilà, donc faire un cadeau d'une carte, mais qui peut être juste excellent dans certains types de jeux qui vont jouer avec des toutes petites créatures et qui vont adorer ramener plusieurs créatures d'un coup. On a également, alors j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait ils sont pas très très présents, c'est les rats dans cette édition. On en a parlé avec les commandants notamment, mais en fait les rats aiment bien surveiller. Et ça tombe bien puisqu'on a eu récemment cette année un deck qui jouait sur le fait de surveiller, et ici on a plein de ressources supplémentaires très intéressantes, notamment le sourcier d'esprit, qui a un surveillé automatique, c'est super. On a le talon de la commère, encore une fois une classe que je vais aborder ici, et qui est très 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 intéressante et très forte, autant vous dire, rien que pour son premier niveau. La ruspice étoilée, simplement un petit lien entre le côté je gagne des points de vie et je vais surveiller. Donc du coup les deux l'un dans l'autre peuvent fonctionner très bien, d'autant plus qu'il y a une carte que je vous laisserai aller chercher, qui joue avec la surveillance et qui permet de faire gagner des points de vie quand vous surveillez. Profitez-en, ça fonctionne très bien ensemble. Et enfin, en carte surveillée, il y a littéralement une des meilleures cartes de pioche qui existe maintenant dans le format en noir. C'est la vision sinistre, du coup qui va permettre à la fois de surveiller, piocher et perdre des points de vie. Donc voilà, si vous voulez jouer encore avec vos points de vie, c'est efficace, mais surtout vous avez le surveiller 2 qui est très intéressant dessus. Donc voilà, c'est génial. Je suis très content en tout cas. On a un peu de jeu avec le cimetière, ou du moins avec le fait de mettre des cartes au cimetière ou de les retirer. Voilà, je vous ai abordé ces trois cartes-là parce qu'elles sont très intéressantes. On a le talent du bandit, encore une fois une classe, qui elle va plutôt jouer sur le fait de faire défausser et que l'adversaire ait peu de cartes en main. Donc voilà, c'est très intéressant et ça fonctionne très bien, les différents modes sont géniaux, le niveau 3 est exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment une carte à côté de laquelle il ne faut pas passer. On a le talon du charognard, alors très 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 efficace rien que pour son premier mode, et surtout ensuite pour le côté meule disponible. C'est assez puissant, je vous avoue, et franchement je suis assez surpris de cette carte,
qui a l'air vraiment efficace. Et enfin, le recyclage sans égal, un éphémère qui permet de récupérer des cartes de permanence, c'est relativement rare, mais surtout, avec encore une fois, le cadeau d'une carte possible, c'est très efficace, très peu cher, et vraiment ça déchire. Et enfin, je vais parler de la dernière catégorie, ce sont les animaliens de Bloom-Burrow, et ouais, il fallait en parler en fait, dans cette édition, nous avons plusieurs types de créatures qui sont beaucoup mis en avant. Mais, en vrai, il n'y a pas beaucoup de liens. En fait, on n'est pas sur un côté tribal ou typal, comme on a pu avoir dans d'autres extensions avec « Ah bah tiens, on booste toutes les créatures, un tel. » Il y a quelques cartes qui le font, et du coup, c'est elles que je vais aborder ici. Mais avant toute chose, du coup, je tenais à vous prévenir de ça. C'est que, justement, on a peu de cartes qui se basent sur un seul type de créature, mais sur plusieurs types, souvent avec la couleur qu'elles ont en commun, parfois pas du tout. Mais du coup, voilà, ça va être assez intéressant, et ces cartes-là vous permettent du coup de jouer sur le côté « je joue des types de créatures de Bloom-Burrow ». Donc on va faire un petit peu la liste. On a le meneur de quête de vallée, qui est très intéressant ici avec le côté vraiment boost classico-classique, très intéressant, et le regard. On a en noir la meneuse de putréfaction de vallée, qui elle par contre va faire perdre des points de vie et regagner des points de vie de votre côté. Voilà, encore une fois, qui fonctionne très bien avec l'éclair ici, mais... Enfin, avec les clairs chauves-souris, vous l'avez bien compris. Mais voilà, et ici justement, elle se saucisse de pas mal de types de créatures différents. On a le meneur de flammes de vallée, donc du coup, ici, qui va jouer lui aussi sur un certain type de cartes de créatures, mais du coup, qui va leur permettre de mettre plus de dégâts. Intéressant. On a également en rouge la souris polyvalente. Alors elle, c'est plus souris. Voilà, c'est vraiment très souris. Mais il fallait que je l'aborde quand même. Elle est très intéressante. Les capacités et les mots-clés qu'elle donne sont super bien. Donc ça fait plaisir. On a également en vert le chef de Bauge Honoré qui lui joue par contre exclusivement sur les écureuils. Bon, je pense que vous serez content d'apprendre que justement il y a quand même quelques cartes pour les écureuils ici. Voilà. Mais il est très intéressant. Et enfin, on a le meneur de force de vallée. Qui lui donne, ce boost en fait en solo, c'est assez intéressant. Le fait de se dire, voilà, il peut arriver en premier et continuer à se booster, il a de l'évasion, ça fait plaisir. Donc c'est un bon gros moyen de mettre des claques dans la tronche des adversaires. Voilà. Bref, pour faire le bilan, je trouve en fait qu'il y a plein de choses intéressantes, des concepts assez innovants, des trucs qui sont un petit peu dommages, voilà, bon, 2-3 bricoles sur les oiseaux qui ont pas vraiment leur place, je trouve, ils trouvent pas vraiment leur place là-dedans. Par contre, en effet, les synergies entre, tiens, les lapins aiment les jetons, les chauves-souris aiment le fait de gagner et de perdre des points de vie, on sent beaucoup le retour de tout ça, et avec vraiment une grande cohérence en fait dans tout ce bordel. Et je vous avoue que, en fait, l'extension, je la trouve pas mal du tout. Y a plein d'autres communes et unco que j'ai pas abordées qui sont cool, sans forcément être des nouveaux staples du format. C'est juste des cartes qui sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en plus à la liste des cartes de Bloom-Burrow si jamais vous voulez vraiment voir en détail ce qui peut valoir le coup. Et j'espère que cette nouvelle façon d'aborder le format vous a plu. Je vous annonce tout de suite, ça va être également la même pour les decks Commander, puisque voilà, j'ai décidé de remanier un petit peu tout ça, on va revoir un petit peu la façon de faire, et ça sera des vidéos un petit peu plus courtes, mais probablement plus pertinentes en fonction de ce que vous cherchez. Donc ça va être assez cool, voilà. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver dans ces vidéos-là. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'extension Bloom-Burrow. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en dites de tout ce que j'ai pu raconter jusqu'ici? Bref, on se laisse là, et je vous dis à la prochaine, et salut à tous. Bye bye.